Ça c'est sûr, c'est dans les BPF. En plus, on s'est pris une pilule en inspection sur le sujet, il y a 5 ans. Mince, je trouve pas. Mais c'est sûr que ça y est. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 32 de C'est marqué dans les BPF. Cette fois, ça va être le bon numéro. Normalement, c'est le bon numéro. Heureusement, tu viens d'enregistrer le 31. Attends, c'était le 3e de la série qu'on enregistrait où je me suis planté la dernière fois, donc tu vois, ça veut rien dire. Ouais, mais j'allais dire, c'est qu'on fait trop d'épisodes, c'est pour ça que tu t'y retrouves plus. On n'arrête pas. Ouais, voilà. Donc j'ai dit toutes mes news sur les communications auditeurs dans le dernier épisode. Donc maintenant on va pouvoir commencer direct avec le chapitre 5.40, opération de fabrication, produits intermédiaires et vrac. Mélanie, je te laisse commencer. 5.40. Avant de commencer toute opération de fabrication, il convient de s'assurer de la propreté de la zone de travail et du matériel. Toute matière première, produits, résidus de fabrication antérieure ou documents devenus inutiles doivent être éliminés. Wow, c'est le vide de ligne sans dire le vide de ligne. Ah, c'est le vide de zone, c'est pas une ligne en fabrication. Et je pense que c'est aussi, t'as la partie vide de ligne parce que t'as documents, fabrication, mais t'as aussi l'entretien de ta zone, que tu dois être dans un environnement propre et que tu dois aussi faire du nettoyage entre de l'eau. C'est marrant qu'ils aient pas dit qu'il fallait une procédure écrite pour faire ça. Attends, ça vient après, je crois. Je crois que ça vient après. Ça doit être moins important dans les opérations de fabrication, mais je crois qu'ils en parlent dans la partie conditionnement. Ah, dans la partie conditionnement, mais là on est en fabrication. 5.41. Les produits intermédiaires et les produits en vrac doivent être conservés dans des conditions convenables. J'aime beaucoup l'utilisation de convenable et pas approprié ou à la bonne température ou enfin voilà. C'est intéressant parce que encore une fois je suis désolé, je me retrouve toujours à analyser la structure de l'information, mais on passe dans les chapitres précédents à des trucs vachement précis, là des trucs un peu vagues. Après moi ça me va la façon dont c'est dit, c'est à toi de définir c'est quoi les conditions convenables pour te produire. Ça. Ouais, et puis du coup ça permet de challenger les mecs qui stockent ça un peu à l'arrache dans des sacs plastiques ou des sacs poubelles en tas. 5.42. Les processus essentiels doivent être validés. Voir section validation dans ce chapitre. Ah oui, donc il y avait convenable et maintenant c'est essentiel. Punaise. C'est quoi un processus essentiel ? Bah c'est ça. Ah, c'est ce qui. Et c'est quoi un processus ? Ah. Et c'est quoi le lit ? Voilà, on parle de quoi là ? Le procédé de fabrication, le processus. C'est tous les processus qui te permettent d'obtenir un produit qui correspond, qui atteint les spécifications. C'est ce que j'allais déposées. dire. Ça, je pense que c'est quelque chose au sens large. Du coup, tu valides par exemple ton processus de livraison des matières dont on a parlé au chapitre précédent. Est-ce qu'il est essentiel ? De t'apposer vers. Est-ce qu'il est essentiel ? Bah oui. Tu le valides indirectement en faisant une production conforme, quoi. C'est-à-dire que tu as utilisé tout tes. C'est ce qu'on avait déjà parlé de ça d'ailleurs dans le truc de validation. Ça c'est facile ça. Ah si ça marche, ça marche. Ouais, ça me fait penser encore une fois au podcast avec Benoît où on abordait la notion de processus, procédé, process. Ouais, il faut. Ouais, et puis mais c'est pareil aussi. Il faut pas tomber justement dans le. Enfin, faut faire le strict minimum pour avoir tes trucs conformes, quoi. Ouais. Et après, du coup, si t'as des déviations sur la fourniture de machin, c'est là où tu mets des CAPA pour fiabiliser ce morceau de process. Mais voilà, quoi. En fait, moi, ce qui me gêne, c'est dans la notion essentielle, parce que d'habitude, on parle de paramètres critiques ou autres, et là, qu'est-ce que tu mets derrière essentiel, comme tu dis, ta livraison de matière, est-ce que c'est essentiel ou pas ? Enfin, tu vas dire oui, mais qu'est-ce que tu vas vérifier comme paramètre
par rapport à ça. Mais après, si tu as une zone de stockage, tu vas la qualifier, tu vas vérifier la température, l'humidité de ta zone de stockage pour t'assurer que tes produits sont stockés dans de bonnes conditions. Donc en fait, moi je pense qu'ils ont vraiment mis une phrase bateau au sens large et que tu peux comprendre tout ce que tu veux là derrière, quoi. Ouais. Puis la section validation de ce chapitre renvoie à l'annexe 15. Donc oui, c'est ça. Et ça renvoi. C'est bien que c'est le jeu de piste. Voilà. 5.43. Les contrôles en cours de fabrication et les contrôles de l'environnement qui s'imposent doivent être effectués et enregistrés. Ça s'impose. Ouais, bah c'est bien. C'est ceux qui s'imposent seulement. Ouais, mais ça tu vois... c'est bien, ça veut dire que... Les contrôles environnementaux, moi j'ai toujours trouvé ça mortel. On en a déjà parlé, je pense aussi, avec, tu sais, quand t'as une espèce de gestion centralisée de tout ce qui est d'environnement, où du coup il y a des mecs qui se retrouvent à imprimer des courbes tous les jours ou toutes les semaines, puis viser comme quoi c'est bon, et puis les mettre quelque part, et puis signer comme quoi c'est bon, et puis au final en audit on te demande est-ce que je pourrais avoir l'enregistrement de la semaine machin. Alors au final on va dans le système, on imprime la feuille, et puis au final il y a un dépassement, merde, il faut retrouver l'original imprimé pour voir s'il a été annoté. Et alors du coup c'est le bordel. Après, contrôle de l'environnement, est-ce qu'ils veulent pas dire aussi des contrôles microbiaux, particulaires Les contrôles qui s'imposent. Donc, si ça s'impose dans ta production, ça les comprend. C'est ça. Sinon... 5.44. Tout écart significatif par rapport au rendement attendu doit être analysé. Ah j'adore. Ça c'est fort. Mais c'est quoi significatif? Bah oui, là c'est... c'est à toi de le définir. Ouais, mais du coup t'as le 98-101, voilà, pas de problème. Non mais ça, à la limite, en fabrication, je serais un peu moins radical que toi sur le 101. Ah, c'est par pas... rapport au conditionnement. Oui, non, mais je suis pas radical. C'est pas... En fait, c'est pas le problème, c'est 98 et du coup t'as 95, tu le fais pas. Enfin... voilà. Est-ce que 97 c'est un écart significatif? Est-ce que 85 c'est un écart significatif? Et en fait, c'est là où ça commence à devenir intéressant, quoi. Mais là, vous êtes sur des process de fabrication de comprimés ou de gel de tube où tu es 95-105, mais en biotech, ton rendement de ton étape, tu peux être à 60% ou 50%. Ouais, ok, si t'es à 60%, est-ce que si t'es à 59, c'est un écart significatif? Après, je pense qu'il faut l'évaluer et tu peux avoir après. Moi, je trouve que tout ce qui est rendement, bilan comparatif pour faire l'utilisation des BPF, c'est quelque chose qui est très important pour s'assurer de l'absence de contamination croisée. C'est sûr que pour 1%, tu vas peut-être pas avoir à te poser les mêmes questions que si après, tu te manques 20% ou tu as 20% en plus. Faut pas confondre rendement et réconciliation. Ouais. Alors rendement, c'est en fab, ils te parleront de rendement, et à partir du moment où tu seras en conditionnement, ils te parleront de bilan comparatif. Oui, mais le rendement en fab, c'est pas de la réconciliation. C'est pas de la réconciliation, mais c'est quand même un moyen de t'assurer que tout ce que tu as mis en œuvre, tu le récupères à la fin. Et cela dit, c'est aussi assez intéressant. Ça, c'est l'ami Romain Arter qui m'avait fait un commentaire là-dessus par rapport aussi. Le rendement, il est intéressant pour voir si la validation de ton procédé, elle tient toujours la route, quoi. Ça, je suis d'accord. Ouais. Et j'avais vu un site assez stylé aussi où tous les ans ils revoyaient tout leur rendement, et du coup en fait les spécifications de rendement sur le dossier de l'eau, elles étaient marquées sur un document annexe, parce que du coup comme ça tous les ans ils revoyaient est-ce que le rendement a évolué, etc., est-ce que c'est grave, et du coup les spécifications changeaient, et en fait c'est ce document là qu'ils révisaient. Et par contre c'était assez chiant parce qu'au final les opérateurs, pour aller voir s'ils sont toujours dans les clous au rendement, ils devaient aller voir un autre document. Et comme ça, ils sont quittes de pas remettre à jour tout leur dossier de l'eau. Ouais, mais puis je pense que c'était pas toujours 95-102, mais que c'était vraiment c'est certainement pas spécifique du produit. Tous les lots avaient un rendement différent, quoi. Des spécifications de rendement différentes. Non, mais ça c'est intéressant parce que t'as toujours la question aussi, quand tu fais tes lots de validation, tu fais tes premiers lots, comment tu définis le rendement de ton étape, parce que
à 3 lots, c'est pas forcément non plus représentatif, et puis il faut que t'en attendes d'en avoir 10, donc comment après tu recalcules à quel moment, faut bien penser à le faire, enfin non, c'est pas... Ouais, après, du coup, tu fais 3 c'est sigma. pas anodin comme gestion. Tu regardes l'écart type, tu fais 3 sigma, et puis tu prends ça, quoi, peut-être, hein. Enfin, peut-être plus, parce que du coup, 3 sigma, c'est assez restrictif, mais... Article de conditionnement 5.45. La sélection, la qualification, l'approbation et le suivi des fournisseurs des articles de conditionnement primaires ou imprimés doivent recevoir la même attention que celle portée aux matières premières. Ouais. Bah, c'est clair et net. Ça, il y a dû y avoir des problèmes dans le passé avec ça. Bah oui. Je pense... Bah surtout pour si t'as des choses pré-imprimées. Ah ouais, j'ai une anecdote par rapport à ça. On avait un client qui nous demandait de pré-imprimer des numéros de sérialisation sur les boîtes. Donc en fait, quand on enregistrait les numéros quand on conditionnait le lot, nous on vérifiait pas les numéros de sérialisation parce que c'était le fournisseur qui les avait imprimés, et on a eu une réclamation parce qu'il y avait des numéros de sérialisation en double. Et on a fait une réclamation auprès du fournisseur, et il nous a bien confirmé qu'ils avaient trouvé un problème en prod. Alors je sais plus, je crois qu'ils avaient eu un arrêt et un redémarrage, et ils avaient bien eu un numéro qui avait été imprimé 2 fois. Putain. C'est chaud, hein. Ouais, et quand tu reçois une réclamation comme ça de la part de la Chine en disant risque de contrefaçon, tu fais oula. Et après, comme on avait assez facilement confirmé que les numéros, qu'il n'y en avait pas d'autres et des choses comme ça, on a dit vous éliminez la boîte qui est en double, et puis voilà, ça remet pas en cause le reste du lot, mais c'était assez d'où l'importance aussi là d'avoir des bonnes relations avec ses fournisseurs, parce que là le fournisseur il a quand même été d'un grand support pour nous fournir les éléments pour pouvoir répondre au dépositaire en Chine et lui donner les informations pour le rassurer sur le fait que c'était juste un problème ponctuel. Mais il s'est payé un audit de chez vous l'année d'après. Ah. Je ne sais pas. Mais voilà, donc oui, les articles de conditionnement aussi, c'est pas anodin dans le process, et peut y avoir aussi des impacts assez importants. 5.46. Les articles de conditionnement imprimés doivent être particulièrement surveillés. Ils doivent être stockés dans des zones convenablement protégées en vue d'empêcher tout accès non autorisé. Les étiquettes volantes et les autres articles de conditionnement imprimés en vrac doivent être stockés et transportés dans les boîtes individuelles et fermés de façon à éviter toute substitution. Les articles de conditionnement ne peuvent être sortis du magasin que par du personnel autorisé et conformément à une procédure agréée et détaillée. Ça c'est hyper important comme article. Franchement, ça c'est une source de déviation absolument colossale sur le conditionnement, ça. Toute cette procédure. On sent les problèmes derrière cet article quand même. Ouais. On sent tout ce qui a pu arriver qui a amené à la création de cet article. Hein. Et même avec tout ça en place, hein, c'est vite fait. Le gars, il va remettre son rouleau d'étiquette où il reste 5000 étiquettes au mauvais endroit. Pouf, tu le ressors le coup d'après et tu l'as dans le baba, quoi. C'est pour ça que c'est super important que les mecs qui sortent les étiquettes, tous les trucs imprimés, quoi, ils soient hyper méticuleux sur les codes articles, parce que c'est hyper facile de faire une déviation là-dessus, quoi. Enfin, même un rappel, quoi, hein, tout, quoi. Ouais, mais franchement, j'ai hâte de voir ce qu'ils disent justement sur les opérations de conditionnement, sur les contrôles avant d'autoriser le démarrage de la ligne, quoi. Parce que ça, c'est vachement important, quoi. J'ai un bon tips pour tout le monde qui travaille un peu pour les articles de conditionnement à la réception. Nous, on avait imprimé les bons à tirer des dernières versions sur des transparents. Et du coup, quand t'as des boîtes imprimées en coréen et tout, là, tu sais, quand tu veux vérifier ta réception par rapport à ton bon à tirer, quand c'est des langages que tu maîtrises pas du tout, c'est trop chiant. Alors que du coup, hop, tu déplies ta boîte, tu mets ton bon à tirer imprimé sur un transparent dessus et tu vois directement si tout correspond. C'est fou. Moi, j'ai fait il y a ça quelques années de l'intérim qualité sur un site, et c'est exactement la manière dont on fonctionnait, et c'était carrément trop pratique, quoi. Je pense que maintenant t'as tous les sites qui font ça. Hein. Bah non.
Je suis pas sûr. Hein. Bah, je sais pas, moi, là où j'ai travaillé, ils avaient aussi les bons à tirer sur transparent pour vérifier les études, les notices, les étiquettes. Enfin voilà, comme tu dis, hein, quand c'est... Puis même si c'est en français, hein, je veux dire, si t'as un changement de caractère, pas de caractère, de police d'impression qui fait que c'est pas celle qui est définie, bah tu le vois tout de suite et tu te poses pas de questions. À essayer de chercher ou... 5.47. Chaque livraison ou chaque lot d'articles de conditionnement primaire ou imprimé doit recevoir un numéro de référence particulier ou un autre moyen d'identification. Ah, comme les matières, ça, du coup. Hein. Bah, c'est ça. 5.48. Les articles de conditionnement primaire ou imprimés qui sont périmés ou hors d'usage doivent être détruits et leur destruction enregistrée. Ouais, c'est là où pendant les audits, tu sais, les gars qui vont traîner dans les entrepôts. Et hop, ça date de quand? Tu vois là, tu les repères en plus. Hein, les trucs, c'est les trucs qui sont tout en haut, qui ont l'air tout seuls et tout malheureux, au milieu d'une palette. Hop là. Je reviens sur un truc que t'as dit, Mélanie, et pareil, je vais vous poser une petite question. Imaginons que tu as ton article de conditionnement, toutes les mentions qui sont dessus sont bonnes, mais la police de caractère n'est pas la même. Bah, pour moi, c'est à mort. Pour moi, c'est refusé. Putain, mais c'est fou. Enfin, quand tu penses... Refusé. J'allais dire, c'est refusé pour deux choses, parce que d'une certaine manière, ta police de caractère, elle est étudiée pour, on va dire normalement, avoir une certaine lisibilité au niveau de l'écriture, voire juste un côté marketing. Donc ça veut dire que t'as décidé que c'était ce caractère-là à utiliser pour différentes raisons, donc là t'es pas conforme. Et puis j'allais dire, moi j'ai déjà eu des réclamations quand tu changeais de caractère, parce qu'il y avait des gens qui pensaient que c'était une contrefaçon. Ceux qui ont l'habitude de commander ou autre, enfin voilà, et tout d'un coup tu changes de caractère, il dit c'est pas comme d'habitude, est-ce que machin, est-ce qu'il y a pas un problème, est-ce que si, est-ce que puis ça. Ça montre donc, une maîtrise médiocre du processus, enfin de ton fournisseur, quoi. Enfin je veux dire, toi c'est pareil, quand t'as un truc pourri que tu reçois de chez toi, tu le refuses, quoi. Et comme tu disais, bon alors ça m'étonnerait qu'il ait changé le contenu du texte, mais si t'as pas le même caractère, tu peux pas vérifier que le contenu est le bon par ton calque et tu vas pas tout relire pour comparer. Ben, si c'est dans une langue que tu comprends, ça va, mais si c'est une langue avec, comme tu disais, coréen, grec, chinois, t'as pas possibilité de vérifier que c'est les bons éléments qui sont sur ton ADC. Ouais, non mais ok, moi dans mon exemple c'était, enfin à la limite, au comics sans MS. C'est juste mettre le... Comment ? Tu reçois ton truc en comics sans MS. Oh là là. Ouais, non mais c'est exactement ça. Ok, ton truc il est écrit avec la mauvaise police, mais t'as les bonnes informations. Je suis d'accord avec vous sur le principe, on va le refuser, mais ça dépend du risque. Après, si t'as un risque de rupture colossale à cause de ça, bah peut-être que tu vas voir avec je sais pas quoi. Enfin, si c'est vraiment la merde, ouais, mais si c'est tranquille, enfin du coup si t'as pas de problème, voilà, tu refuses. Bah, c'est quand même fou de se dire, vas-y, tu vas refuser tout un. C'est un coût, c'est aussi un coût écologique, hein, parce que tout ça a été produit, ça va être jeté, détruit, pour, c'est pas aussi joli, même si c'est lisible et il y a les bonnes informations. Mais bon, après, voilà, le fait est que, je dis ça, mais je sais très bien que, d'un point de vue qualité, on va le refuser. Puis tes trucs, ils sont déposés dans la MM, hein, enfin, je veux dire, au bout d'un moment. Ouais, après, bon, je sais pas jusqu'à. Ouais, mais ok, mais tu vois, on va un peu trop loin, moi, je te dirais qu'il y a aussi, si j'étais dans cette décision à prendre de est-ce qu'on conserve l'ADC ou pas, moi, je sais qu'il y a certaines personnes, surtout si c'est des traitements au long cours, qu'ils ont tout le temps, qui vont chercher leur traitement tous les mois et qui peuvent comparer, tu peux être à risque de réclamation et de suspicion de contrefaçon. Ça, je suis pas d'accord, parce que le jour où le marketing a décidé de changer la tronche de la boîte, là on se pose pas cette question, hein. Et pourtant le mec qui a son traitement long cours il va se dire contrefaçon. Oui, non, mais... Donc non mais enfin voilà quoi. Oui mais ça c'est quand tu changes une fois et après tous les autres sont pareils. Ouais, mais du coup peut-être qu'une fois t'as pas la même police parce que t'as eu une erreur, j'en sais rien. Mais moi,
je suis pas sûre que moi j'ai déjà eu des cas de problèmes de couleur d'impression parce que les encres elles réagissent pas pareil ou des choses comme ça ou même suivant comment elles sont diluées, préparées, ça peut jouer. Mais j'ai jamais eu le cas que c'était pas la bonne police. Ouais, la bonne police c'est un peu gros. Je pense qu'à un moment où t'as les choses qui sont paramétrées dans les bons à tirer, je suis pas sûr que tout d'un coup t'as une police qui change. Écoutez, ça, j'ai jamais eu le. Si vous, auditeurs, vous avez eu le cas d'un article de conditionnement avec une mauvaise police ou quelque chose, ou vous voulez nous partager une expérience, bien envoyez-nous un message sur LinkedIn ou quoi que ce soit, et puis ben on en discutera dans un prochain épisode. Ouais, carrément. Ouais, ce serait intéressant. Donc voilà, c'est tout pour ce sous-partie article de conditionnement. Et puis au prochain épisode, on entrera vivement avec l'impatience d'Arnaud dans les opérations de conditionnement. Allez, merci. À bientôt pour un prochain épisode. Merci, à bientôt. À bientôt.